Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Kinshasa pointe un génocide oublié sur fond de pillage de richesses. Le président congolais Félix Tshisekedi a appelé ses compatriotes à s'approprier un génocide oublié commis depuis des décennies sur fond de pillage de richesses dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'est exprimé à l'ouverture d'une table ronde sur les travaux de cette mémoire sur les génocides, travaux qui ont démarré ce lundi 31 mars au centre culturel de Kinshasa, et que Félix Tshisekedi appelle donc à s'approprier un certain génocide oublié sur fond de pillage de richesses. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Thierry Afanoukoé. Quand on parle de génocide dans cette partie de l'Afrique, on parle plutôt du génocide des Tutsis. On ne parle pas d'un génocide en République démocratique du Congo. Apparemment, c'est un génocide oublié pour lequel Félix Tshisekedi appelle les gens à faire un travail de mémoire. Oui, vous savez, faire un travail de mémoire, c'est une bonne chose, mais sauf que l'urgence aujourd'hui en RDC ne concerne pas un travail de mémoire. Est-ce qu'il y a eu réellement un génocide dans l'Est de la République démocratique du Congo? Parce que je crois quand il s'agit de parler de génocide, il y a des critères. Je ne sais pas, est-ce que toutes les cases sont cochées pour qu'aujourd'hui on parle de génocide en RDC, mais le président, en parlant de génocide, vous savez, Tshisekedi, il aime faire dans des déclarations fortes, et cela lui permet aussi peut-être, je ne sais pas, de gagner au plan diplomatique, de pas s'attirer la sympathie. Au plan diplomatique, même ça lui permet peut-être je ne sais pas, mais il y a un réel problème en RDC parce que pour moi aujourd'hui ce n'est pas un problème de génocide qui est le véritable problème pour ce pays-là, c'est comment arriver à assurer l'intégrité territoriale de ce pays. Est-ce que ça ne fait pas partie aussi du problème? Non, ça ne fait pas partie du problème. Parce que Tshisekedi, depuis qu'il est là, ce que les Congolais attendent de lui, jusqu'à présent, il ne le fait pas et il est là, il fait dans la diversion en parlant du génocide oublié. Qu'est-ce que cela va apporter de plus aux Congolais? Je n'en vois pas. Pour éviter qu'on ait un autre du génocide. Mais ce n'est pas le fait d'en parler ou de déclarer, de faire ce genre de déclaration qui va éviter des génocides. Encore s'il y a génocide à ce pays. Vous savez, le Congo est très convoité par ses pays voisins et il y a des peuples qui traversent les frontières, que ça soit les Hutus et les Tutsis, que ça soit les autres peuples au niveau du Burundi et autres là, ça fait que, et puis il parle aussi que ce génocide là cache un autre drame, oui. C'est le pillage du sous-sol congolais. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que tout ce qui se passe dans ce pays-là en termes de conflit, c'est lié donc aux richesses de la RDC. Maintenant, en interne, qu'est-ce qui est fait pour sécuriser ces richesses-là? Qu'est-ce qui est fait pour que ces richesses-là puissent profiter aux Congolais, les dirigeants, que ça soit Kabila père ou Kabila fils, ou ça soit Tshisekedi aujourd'hui, rien n'est fait pour que le sous-sol congolais puisse véritablement profiter aux Congolais. Malheureusement, c'est l'étranger qui tire profit plus du sous-sol congolais. Donc aujourd'hui, parler pour moi de question de génocide, je ne crois pas que c'est la priorité des priorités pour les Congolais. Merci beaucoup. À vous, Thierry Afanoukoé. Maulolo Samson Arlidja, le président congolais, parle d'un génocide oublié sous fond de pillage de richesses. Les richesses congolaises auraient peut-être été à la base de ces génocides qu'on ne connaîtrait pas plutôt, et puis que le président
Congolais voudraient nous rappeler à la mémoire, rappeler à un travail de mémoire, peut-être pour éviter qu'un autre ne se reproduise. Oui, vous avez tout dit. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours milité pour qu'on se souvienne des drames qui se sont passés. Et je trouvais par exemple assez dommage qu'en Afrique, il n'y ait pas de journée où on célèbre l'esclavage. Parce que se souvenir des drames passés... Qu'on célèbre ou bien qu'on se souvienne? Qu'on se remémore de l'esclavage et du drame que ça a été. Parce que ça a quand même désorganisé complètement nos pays, nos États ici. Et les conséquences sont toujours là aujourd'hui. Donc ne pas se souvenir du passé, c'est lui permettre de se répéter. Parce que l'histoire se montre souvent de celui qui ne se rappelle pas de lui. Mais ceci dit, il faut voir si le terme génocide est approprié. Parce que quand on parle de génocide, c'est qu'il y a un groupe ethnique, minoritaire ou majoritaire, qui a ciblé un autre groupe ethnique, minoritaire ou majoritaire, et qui a utilisé tous les moyens de destruction possibles pour en venir à bout. Dans le cas du Congo, ça n'a pas été le cas. Il y a eu certes des tueries, mais c'est des tueries... Des massacres de masse. Des massacres, mais c'est des massacres en groupe ethnique à l'intérieur même de la RDC. Il va peut-être se référer aux attaques du Rwanda contre la RDC, mais le Rwanda a commis un génocide en RDC, mais c'était un génocide contre les Hutus qui s'étaient réfugiés dans la partie là après le génocide rwandais. Yeah. C'est vrai, les documents sont là, l'ONU l'a bien documenté. Le Rwanda de Kagame a même parfois fait croire aux Hutus qu'on avait de la nourriture à leur donner à manger pour qu'ils sortent des bourses pour pouvoir les tuer et les mettre dans des fosses communes, ce qui est assez dramatique. Mais pour le reste, il y a... Mais ça, c'est un génocide. Ça, c'est un génocide contre les Hutus qui se sont réfugiés. Ce ne sont pas des Congolais, c'était des réfugiés Hutus en RDC. Et peut-être que c'est de ça que parle Félix Tshisekedi. Mais ils ne sont pas 10 millions. Il n'y a pas 10, pas 10 millions. Donc, il parle quand même de 10 millions de morts depuis des décennies. Et ces 10 millions, c'est principalement des personnes qui ont été tuées sur des bases ethniques parfois, mais dans des conflits interethniques qui sont internes à la RDC et sur lesquels les puissances, aussi bien l'Ouganda, aussi bien le Rwanda que d'autres puissances de la région, ont pu se greffer pour exploiter les sous-sols du pays. Maintenant, au cours de cette table ronde, Tshisekedi a dit qu'il allait faire des manuels scolaires pour qu'on puisse enseigner aux enfants cette histoire tragique de la RDC. Tout cela est bien. Mais il faut se poser des questions profondes, comme l'a dit tout à l'heure Thierry. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin pour que les génocides ne se répètent plus ou pour que la tuerie ne continue plus? On a souvent dit sur ce plateau qu'un État comme la RDC, qui veut être un État unitaire, est un leurre. Tant qu'il n'y aura pas un État fédéral très fort dans cette partie du monde, on aura toujours les mêmes problèmes. Le Nigeria est un exemple vivant. Après avoir fait la guerre du Biafra, les militaires nigériens ont crié Nigeria One, One Nigeria. Mais après, ils ont vite compris que s'ils ne divisent pas le pays en 8 États, selon des critères ethniques, le Biafra allait se répéter. Et depuis qu'ils l'ont fait, tout n'est pas rose au Nigeria, mais quand même, le pays a une certaine forme de stabilité. Donc, pour mettre fin aux conflits ethniques dans cette partie, qui sont après exploités par les puissances occidentales, il faut fédérer le pays. Il faut que les différents groupes ethniques qui estiment être lésés ou être en concurrence avec d'autres groupes ethniques puissent avoir des territoires qui sont le reflet de leur identité historique. Et cela va résoudre une grande partie du problème. Sauf que le problème que dénonce le président Félix Tshisekedi n'est pas seulement un problème de génocide. Il parle de génocide sur un fond de pillage de ressources. Si on veut faire un partage, par exemple, de la RDC, peut-être pour en faire un État fédéré avec plusieurs, peut-être, provinces beaucoup plus indépendantes ou plusieurs sous-États ou États, je dirais, est-ce que ça ne risque pas plutôt de réveiller le problème qu'il soupçonne, des problèmes de sous-sol qui vont plutôt de réveiller des tensions entre les groupes? Par exemple, qu'on prend une zone où, je dis n'importe quoi, où un groupe A et un groupe B cohabitent, c'est que le sous-sol est riche, qui va vouloir les céder à son prochain pour aller s'approprier d'autres terres moins riches. Est-ce que ça ne risque pas de créer un autre problème? Historiquement, on sait en Afrique quels sont les peuples qui vivent sur tel territoire. Ça, on le sait très bien. Et les conflits persistent dans cette zone parce que l'État unitaire n'est pas capable d'y être présent. Vous voyez, ces zones où les conflits perdus depuis des années sont des zones depuis l'époque de Mobutu. La présence de l'État n'a pas été forte dans ces zones. C'est tout à fait normal. Quand vous avez un vaste territoire qui a plus de 1 million de kilomètres carrés à gouverner et que vous n'êtes pas un État fédéral, vous ne pouvez pas être à Kinshasa et savoir ce qui se passe à Kisangani ou au Nord Kivu à plus de 1000 kilomètres de distance. C'est tout à fait normal. Maintenant, on sait historiquement quelles sont les populations qui vivent sur ces territoires. C'est comme on sait historiquement qu'il y a des Tutsis congolais et des Tutsis rwandais, mais il y a aussi des Banyamulenge qui sont des Tutsis bel et bien congolais. La plupart de la langue qu'ils parlent est même différente de la langue qu'on parle au Rwanda. On sait très bien. Donc, sur la base de cette connaissance-là, on pourrait partager le territoire,
pour qu'il n'y ait pas, quand on délimite, chacun sait maintenant ce qui lui appartient, et un mode de prédation. Tant qu'il y aura ces conflits dans cette partie, les morts vont continuer, et les puissances, et les pays frontaliers, pilotés par les puissances étrangères, vont continuer par venir piller le sous-sol, et dans 10 ans, dans 20 ans, on en serait toujours là. Et donc l'appel du président Félix Tshisekedi ne risque pas ou bien n'a aucune chance de changer la situation? Non, c'est bien d'enseigner aux enfants ce qui s'est passé, c'est bien. Mais vous savez, c'est bien de dire, on a une plaie, mais il faut trouver la solution pour pouvoir penser la plaie. Donc là, il vient de dire qu'on a une plaie, il vient de dire qu'il faut qu'on nous enseigne qu'on a une plaie, c'est tout à fait normal, mais il faudrait maintenant qu'il aille plus loin pour apporter des solutions idoines à ce problème-là. Je pense que c'est un problème qui date depuis l'indépendance du pays. À l'époque, en 1960, beaucoup de provinces avaient même voulu faire sécession pour devenir indépendants. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des groupes sécessionnistes parce que la forme de gouvernance de l'État n'est pas adaptée. Est-ce que Félix Tshisekedi se retrouve aujourd'hui dans une logique de victimisation, puisque pour certains, le problème qui se pose dans l'Est de la République démocratique du Congo est un problème intercongolais et il ne faut pas en vouloir à d'autres personnes? Oui, sauf que ce n'est pas un problème inter-congolais parce que le Congo intéresse non seulement les pays frontaliers, mais aussi l'Occident. Parce que la particularité de ce pays, c'est que tout son sous-sol est riche. Tout son sous-sol est riche. C'est là où j'adhère à l'idée de Samson quand il parlait de penser à fédéraliser le pays. Et ça ferait en sorte que même ça va limiter ou ça va réduire les discriminations qu'on a aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, certains peuples en RDC se sentent plus puissants ou plus puissants que les autres parce que c'est eux qui sont aux affaires, c'est eux qui détiennent les rênes du pouvoir et tout. C'est ça qui fait que il y a tellement de frustration. Quand vous avez un bien commun, il faut faire en sorte que ce bien commun-là puisse profiter à tout le monde. Et quand Tshisekedi lance ses travaux aujourd'hui par rapport à la table ronde, moi je souhaiterais que ces conclusions-là les conclusions de cette table ronde-là, au-delà de servir de curricula dans les écoles et autres, là, il faudrait que ces recherches, ou du moins les participants à cette table ronde-là, puissent faire aussi des propositions pour que ce pays puisse retrouver son intégrité territoriale, puisse retrouver la paix et retrouver la sérénité qu'il faut. On se demande... Tous ces problèmes-là ne datent pas d'aujourd'hui. En fait, comment Mobutu a su gérer ce pays-là pendant tout ce temps-là et que il n'y avait pas ces divisions qui font débat aujourd'hui n'existaient pas. Est-ce qu'il a su gérer, puisque c'est cette affaire justement qu'il a emportée avec oui, c'est parce que à un moment donné, il perdait des pans de pouvoir. C'est pour cela que il a quitté le pouvoir. Et tout est lié aussi à la question de gouvernance. Tout est lié aussi à la question de gouvernance. Il a pas maîtrisé. L'armée était assez forte à l'époque. Même à un moment donné, quand la corruption, la gabegie, la népotisme se sont emmêlés. Voilà, c'est-à-dire que le fait que l'État s'est désengagé dans plusieurs zones sans se rendre compte, c'est ça qui a favorisé la multiplication de ces groupes rebelles et autres là, au point où beaucoup appellent aujourd'hui, ou du moins veulent leur autonomie ou leur indépendance, veulent qu'on puisse partager le pays. Mais ce pays gagnerait si ils se parlent entre eux, parce que après tout, c'est leur bien commun, le Congo. Il faudrait qu'ils puissent se parler et faire des propositions, et que surtout le peuple congolais puisse accepter aller à la fédéralisation du pays. Alors Thierry, répondez clairement à ces deux questions. Est-ce que, dans la logique de Félix Tshisekedi, vous êtes d'accord qu'il y a eu un génocide oublié au Congo? Et si oui, est-ce que cela a été provoqué par un pillage de richesses? Non, je crois qu'on a répondu à cette question-là en disant que pour parler de génocide, il y a plusieurs cages à cocher. Vous l'avez dit, mais oui. Est-ce que selon vous, il y a eu génocide? Non, je ne crois pas. Du moment où un peuple n'a pas cherché à exterminer
un autre Et peuple. pourtant, il y a des conflits interethniques. Oui, les conflits sont là, mais on ce ne n'est pas nous dit suffisant pas. pour parler du génocide. Oui, on ne nous dit pas que dans ces lots de plus de 10 millions de morts dont on nous parle, c'est un peuple qui a payé le Exactement. plus, Ok. qui a le plus perdu. Malheureusement, c'est une déclaration qu'il l'a fait, mais il ne l'a pas documenté. Voilà. Alors, donc pour vous, il y a bel et bien eu des massacres qui ont Si, coûté des tout millions le monde de est vies, d'accord mais ce n'est pas là-dessus. suffisant pour parler de Non, non, génocide. non, non. Alors, je disais tout à l'heure que sur le plan diplomatique, on estime que Félix Tshisekedi est dans une logique de victimisation, puisque à le suivre, il semble chercher la cause. Et c'est ce qu'il sait faire le mieux. Hein. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il n'est pas dans une logique de victimisation, je Non, pense. non, c'est ce qu'il sait faire Non, le il mieux. dit. Parce que depuis la résurgence du M23, Oui. vous avez vu qu'il fait des déclarations dans tous les sens et il ne fait que s'en prendre à Kagame, alors que lui-même en interne, il ne fait pratiquement rien. Quand je dis en interne, il ne fait pratiquement rien. Je reviendrai sur cet aspect tout à l'heure. Je reviendrai sur cet aspect si on a encore un peu plus de temps. Oui. Alors, Maololo, je disais tout à l'heure, est-ce que Félix Tshisekedi est selon vous dans une logique de victimisation? Quand on le suit, on a l'impression qu'il trouve que la cause du problème, c'est l'extérieur et leur seule faute, c'est d'avoir un sous-sol riche. Est-ce que c'est de la victimisation ou est-ce réaliste? Oui, pour les chefs d'État, lorsque vous allez souvent dans les instances internationales et que vous parlez de votre souffrance, et on a l'impression très vite qu'il y a deux peuples qui semblent avoir le monopole de la souffrance. Il y a d'abord l'État hébreu qui, à tout bout de champ, vous parleront de la Shoah pour justifier après tout ce qu'ils font. Et puis il y a le peuple rwandais avec Kagame qui, à tout bout de champ, vous parlera du génocide contre les Tutsis pour vous dire qu'il a raison de faire ce qu'il fait. Et là, je pense que Tshisekedi s'est dit, mais attention, nous on a souffert plus. On a Donc, souffert il faut aussi un plus. troisième, alors. Donc il faut aussi que nous aussi, les gens comprennent que on souffre depuis des décennies. On ne nie pas la souffrance. Mais c'est ce qu'il veut faire. Je ne pense pas que c'est une victimisation, mais c'est une façon de dire, mais pourquoi c'est seulement à cette personne-là qu'on donne l'autorisation de jouer ces cartes-là? Nous aussi, on peut jouer ces cartes-là parce que nous aussi, justement, on souffre depuis des années, on continue pas à souffrir et nous pouvons se dire que nous souffrons. Alors, ce qui m'amène justement à revenir sur les critères du génocide, est-ce que le nombre de victimes suffit pour parler de génocide? C'est justement là qu'il a fait une erreur parce que le nombre de victimes ne suffit pas à parler de génocide. Comme l'a dit tout à l'heure Thierry, on ne nous dit pas que sur les 10 millions de personnes, il y a eu tel nombre de personnes de telle ethnie et qu'il y a eu une volonté manifeste, claire de les exterminer. Donc on parle par exemple le génocide rwandais, on sait quand même que des Hutus ont commandé des conteneurs de machettes et ont partagé aux gens pour aller découper des gens. C'est tout à fait clair. Dans le cas de Tshisekedi, il n'y a pas cette donnée documentaire. Donc il y a eu des massacres, il y a plusieurs conflits ethniques qui s'entrecroisent. La centaine de groupes qui pilotent dans la région, il y en a beaucoup qui sont des groupes d'autodéfense qui se sont constitués juste pour défendre un groupe ethnique. Voilà. C'est tout à fait normal. Des problèmes de territoire, de foncier, voilà. Et qui derrière maintenant sont pilotés par les pays comme le Rwanda, l'Ouganda, qui en profitent maintenant pour leur donner des débouchés pour le sous-sol qu'ils arrivent à extraire. C'est tout à fait normal. Mais donc il y a un problème de sous-sol quand même, de pillage. Exactement. Il y a un problème de pillage, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas de problème de génocide oublié. Exactement. Parce qu'il n'y a pas les critères du génocide. Ce n'est pas un peuple. Le peuple congolais n'est pas un peuple homogène. Qu'on peut dire que c'est un conflit systématique que le Rwanda ou l'Ouganda mène pour exterminer le peuple congolais en tant que groupe homogène. Par contre, c'est plusieurs massacres intra-congolais qui dans la somme fait, voilà, dans la somme fait justement 10 millions de morts, ce qui est tout à fait déplorable. Mais comme je l'ai dit, c'est une façon de vouloir jouer aussi une carte argumentaire qui a justement été opposée. Quand vous allez à Bruxelles, quand vous allez partout, vous voulez parler du Rwanda, il y a beaucoup d'officiers qui sont bloqués pour vous dire non, mais ils ont assez souffert. Mais ils ont souffert plus que qui finalement? Nous, on souffre depuis des années. C'est à peu près la carte. Ouais, mais je crains que cette carte-là ne lui réussit pas, hein, parce que c'est vrai, avec cette carte-là, beaucoup de portes s'ouvrent donc pour Kagame, mais je crains que ça marche aussi pour Tshisekedi. Oui, parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Voilà. Et là, c'est la défense même de l'État congolais qui rend tout cela possible. Merci beaucoup à vous. Je reviens à vous, Thierry. Tout à l'heure, vous parliez de Félix Tshisekedi et d'une certaine inefficacité à l'interne. Est-ce qu'il faut plutôt en vouloir à Tshisekedi ou
aux hommes politiques de la RDC, puisque je vous rappelle qu'il a lancé une certaine consultation pour la constitution d'un gouvernement national. Il a voulu fédérer toutes les forces autour de lui pour lutter comme un seul homme pour défendre la République démocratique du Congo. Mais il se heurte justement à un refus catégorique et des organisations de la société civile et des partis politiques. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi le problème ou plutôt les hommes politiques congolais? Vous savez, quand on est en politique, il faut toujours faire attention au maître tendu de celui ou celle qui est au pouvoir. Parce que des fois, entre les déclarations et l'intention réelle, il y a tout un écart. Est-ce que Tshisekedi est véritablement engagé à travailler avec tout le monde? Moi, je ne crois pas. N'oubliez pas qu'il y a encore quelques jours, il y a des intentions qui lui étaient prêtées, comme quoi il voulait s'éterniser au pouvoir quand il le faisait. Voilà. Donc, si les autres ne lui font pas suffisamment confiance, c'est parce que il y a cette crainte-là que il cherche à les fragiliser. C'est pour cela qu'ils sont prudents ou bien ils sont méfiants. Mais sur la question de la crise, vous avez vu qu'à un moment donné, tous les acteurs politiques, ils ont parlé d'une seule et d'une même voix. Ils ont appelé les Congolais à s'armer de patience, à s'engager, à bouter hors du pays l'ennemi. Donc ça, c'est en ce moment, on a senti le patriotisme du côté des politiques. Maintenant, sur la scène politique, quand le parti au pouvoir fait des clins d'œil au parti d'opposition, c'est parce qu'à un moment donné, ils sont en difficulté. Parce que pour moi, aujourd'hui, le pays n'est pas politiquement en crise. C'est sur le plan sécuritaire que le pays est en crise. Donc, Tshisekedi ne peut pas faire appel aux autres à venir gouverner le pays avec lui et que les autres vont se lever comme ça et venir s'asseoir avec lui. La preuve, il a essayé avec certains partis ou encore, certains partis et non des moindres, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas permis à Tshisekedi de toujours bien dérouler son programme de société. Aujourd'hui, les Congolais sont toujours en difficulté. Je crois que c'est la politique d'Autriche. Tshisekedi, il connaît la réalité, il connaît les besoins des Congolais, mais c'est parce que je suis tenté de dire qu'il est incapable de bien faire les choses. C'est pour cela qu'il fait encore un clin d'œil aux autres, alors que bientôt, ça serait encore des élections dans ce pays, donc les autres aussi se préparent pour diriger le pays. Donc, je ne crois pas qu'ils vont adhérer à son appel. Merci beaucoup. Et donc, pour vous, le problème, c'est plutôt Félix Tshisekedi et non les hommes politiques de la RDC. Oui. Est-ce qu'il faut le dire comme ça? Est-ce Tshisekedi le problème selon vous ou plutôt les autres hommes politiques qui refusent de répondre à sa main tendue? Non. Le déroulé de la crise congolaise jusqu'à ce jour nous permet de dire que Tshisekedi n'est clairement pas l'homme de la situation. Il n'était pas assez préparé. Il est rentré en politique à la mort de son père. Il a surfé sur l'orage de ce dernier là pour se faire élire. Et malheureusement, depuis qu'il est venu au pouvoir, il joue souvent trop la carte ethnique. C'est assez déplorable. Donc, lorsque vous êtes dans un pays aussi vaste et aussi compliqué que la RDC, où d'abord, vous avez été accusé par 2 fois d'être mal élu. La première fois, c'était Martin Fayulu qui avait dit que cette élection avait été une mascarade. Nous avons vu les images de bulletins de vote empilés dans des garages, des votes même non décomptés. On sait quand même dans les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir. On sait que c'est grâce à un accord avec Kabila, un accord qui a ensuite volé en l'éclat. Et cet accord était justement garanti par un certain Corneille Nangaa qui aujourd'hui se retrouve de l'autre côté avec les rebelles du M23. Lorsqu'on voit le déroulé, lorsqu'on essaie de voir à peu près ce qui s'est passé depuis que ce monsieur est au pouvoir, peut-être qu'il aurait réussi ailleurs, mais je ne pense pas que la politique soit vraiment faite pour lui. Il n'arrive pas à se comporter comme un chef d'État, comme l'a dit tout à l'heure Thierry. Il voit le problème en face, il sait que c'est un problème d'organisation de l'État, un problème de destruction de l'armée, mais il n'arrive pas à y faire face, il n'arrive pas à mettre les moyens qu'il faut, et il accuse maintenant l'Occident ou bien le monde de ne pas assez voir sa douleur. Cette carte-là,
n'ira pas forcément loin. Les vrais problèmes du pays sont là. Et les politiciens congolais ne sont pas là pour aider Tshisekedi à gouverner. Vous savez, en politique, surtout dans le jeu démocratique, je ne suis pas là pour aider mon adversaire à mieux faire quand il est au pouvoir. Je suis là pour dire qu'il ne fait pas bien. Je suis même là pour lui compliquer la tâche pour qu'il fasse mal, pour qu'on m'amène à sa place. Donc pourquoi j'irais l'aider? Ça ne m'avantage à rien. Donc les politiciens congolais n'en sont pour rien. Mais est-ce que dans une situation comme celle que traverse la République démocratique du Congo, est-ce qu'il ne faut pas revoir ce genre de principe? Quand il s'est agi plutôt de défendre le pays contre l'agresseur rwandais, je pense que là, tous les politiciens étaient d'accord qu'il fallait aller au front, qu'il fallait dénoncer, qu'il fallait affronter le Rwanda. Mais quant au problème d'organisation interne et de problème de gouvernance, personne n'a intérêt à dire Est-ce qu'une mauvaise gouvernance ne risque pas de tout chambouler? Justement. Mais eux, faut-il le laisser mal gouverner pour tout chambouler? Pour pouvoir venir au pouvoir, oui. Malheureusement. Ça, c'est le drame du jeu politique. C'est le jeu politique. Ouais, pour pouvoir venir au pouvoir. Même de la politique. Exactement. Ils n'ont aucun intérêt à l'aider à bien gouverner. On a vu dans des pays où des gens ont paralysé l'administration pour montrer que quelqu'un faisait mal, pour pouvoir amener leur champion après. Vous voyez un peu. Donc ça, c'est le jeu politique. Donc, ce qu'il dit maintenant, en tant que chef d'État, doit maintenant pouvoir exercer ses propres cartes, pouvoir jouer ses propres dés, pour pouvoir contourner ses adversaires qui veulent justement lui mettre les bâtons dans les roues. Et c'est justement ça qu'il n'est pas arrivé à faire jusque-là. Merci vous savez, je suis même tenté de dire que Tshisekedi, c'est un échec. Parce que quand vous prenez son premier mandat, c'est ce qu'il a fait pratiquement. À un moment donné, il donnait l'impression comme quoi c'est parce qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale qu'il n'arrivait pas à bien gouverner ou qu'il n'arrivait pas à dérouler son programme politique. Et il a fait des pieds et mains pour disposer de la majorité à l'Assemblée nationale par des achats de députés. Et il a eu gain de cause à l'Assemblée nationale, mais rien n'a changé. Rien n'a changé sur le plan sécuritaire, rien n'a changé sur le plan politique, rien n'a changé sur le plan gouvernance. Voilà, il est dans son deuxième mandat, il est encore en difficulté et il veut procéder de la même manière. Mais là, il y a un problème. Donc, son programme de gestion ou de gouvernance, c'est d'aller d'alliance en alliance. Mais on ne gagne pas un pouvoir pour forcément gouverner par alliance. Pas du tout. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.